Salut tout le monde, David de l'équipe Tardif, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on parle d'un autre sujet hyper pertinent, l'inspection en bâtiment, ce que tout acheteur doit savoir, mais aussi le rôle crucial du courtier immobilier dans une telle démarche dans le cadre d'un achat. Alors écoutez, quand on achète une propriété, il y a un moment qui est vraiment crucial dans tout ça, puis qui fait toute la différence dans une transaction réussie ou qui avorte, et c'est souvent la fameuse inspection en bâtiment. Ça donne souvent un très bon mode d'emploi pour les acheteurs et je dis à mes clients, en théorie, une inspection, c'est pas fait pour renégocier le prix de vente de la maison ou quoi que ce soit. C'est fait pour être un mode d'emploi pour les acheteurs pour 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. La négociation survient simplement s'il y a des éléments qu'on n'a pas vu venir ou évidemment s'il y a un élément significatif qui diminue la valeur ou qui change le prix que l'acheteur a payé s'il l'avait su avant. Alors, pour ne pas en venir à ça, évidemment, il faut faire une bonne déclaration du vendeur. On va y revenir à ça un petit peu plus tard. Évidemment, l'inspection protège le vendeur aussi et ça place le courtier, évidemment, au cœur de la transparence. Donc, c'est vraiment important que tout le monde soit recommandé de faire des inspections en bâtiment pour vraiment avoir une bonne idée de ce que les gens achètent. Donc, dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur l'inspection en bâtiment et que la transaction se passe bien au final. Alors, c'est quoi le rôle légal du courtier immobilier pendant l'inspection? Selon les règles de l'OACQ, le courtier doit recommander une inspection qui est complète du bâtiment et effectuée par un inspecteur qui détient une assurance responsabilité, utilise une convention de service qui est reconnue, qui suit des normes de pratique. Et il y en a quelques-unes d'ailleurs. On parle de l'AIBQ, l'ATIB, la BNQ. Ce sont toutes des accréditations reconnues, évidemment. C'est un peu particulier parce que le milieu de l'inspection en bâtiment, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un assureur, un inspecteur qui a une certification. Alors, mais faites attention, assurez-vous qu'il y en a une parce que c'est un gage de qualité aussi. Et puis, évidemment, assurez-vous que cet inspecteur-là remet des rapports qui sont écrits. Okay? Le courtier peut proposer, lui, une liste d'inspecteurs, on le sait, mais elle ne doit pas contenir juste un nom. Normalement, il va donner quelques noms d'inspecteurs dans lesquels vous allez pouvoir choisir. Ce que le courtier doit faire avant de mettre la propriété en vente, parce qu'évidemment, l'inspection, c'est une des étapes de la transaction immobilière, mais ce qu'il doit faire avant la propriété de la mettre en vente, c'est remplir une très bonne déclaration du vendeur. C'est obligatoire et c'est vital pour savoir, évidemment, pour annoncer à l'acheteur dans quoi il s'embarque. Et souvent, cette déclaration-là, lorsque tu la rédiges avec le vendeur, ça le fait réfléchir. Il y a des choses qui arrivent au cours de 20, 30 ans que tu as une maison, puis il y a des choses que tu oublies aussi. Alors, de poser les questions, ça remet les choses en perspective, évidemment. C'est un document qui protège tout le monde. Il permet évidemment d'éviter la découverte tardive d'un problème, d'une renégociation possible parce qu'on remplit vraiment de façon très complète. Donc, on essaie de limiter les enjeux pendant la transaction. Ça limite une possibilité d'annulation aussi si c'est bien fait. Puis, même, ça limite les poursuites au final. Si on déclare bien, on fait toutes les déclarations requises. Puis souvent, les gens vont dire « Oh, ça, c'est pas grave. » Donc, mettez vraiment tout ce qu'il y a besoin de savoir dans une déclaration du vendeur. Si le vendeur refuse de faire une déclaration du vendeur, bien, le courtier ne peut pas prendre le mandat tout simplement. Donc, point final, c'est comme ça dans le courtage immobilier. S'il n'y a pas de déclaration du vendeur, le mandat ne peut pas être pris. L'inspection pré-vente, est-ce qu'on doit faire inspecter avant la vente de sa propriété? Est-ce que c'est la meilleure stratégie pour un vendeur? Ça dépend. Écoutez, si la maison est en super bon état, puis vous n'avez pas de raison nécessairement de croire qu'il y a des problématiques, est-ce que ça vaut nécessairement la peine? Plus ou moins, parce que l'acheteur va quand même lui faire son inspection de bâtiment. Là où ça devient vraiment intéressant et payant, c'est lorsque dans des cas, exemple de succession, il y a plusieurs membres de la famille, des fois qui ne s'entendent pas nécessairement sur le prix de mise en vente de la propriété, de faire une inspection en bâtiment pour prendre conscience de l'état du bâtiment, de ce que c'est, puis de comment on devrait adresser le prix de vente. Ça remet les pendules à l'heure souvent. Donc oui, dans des cas de succession, des trucs comme ça, des maisons en moins bon état, ça vaut la peine pour avoir un portrait global de ce que ça va engendrer comme travaux, comme implication de la part des acheteurs, un tel achat. Si un rapport de prévente existe, le courtier doit quand même recommander une inspection de bâtiment de la part de l'acheteur. Le vendeur doit fournir le rapport financier s'il l'a bien évidemment.
normalement, on va demander d'enlever les informations personnelles des acheteurs précédents, par contre, lorsqu'on leur remet. Il y a bien des gens, des fois, qui vont pas les fournir et tout ça, mais devant les tribunaux, s'il y a une cause en vice caché, tout ça, évidemment, ça peut vraiment venir attaquer la crédibilité du vendeur qui aurait caché un tel rapport. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a des propriétés neuves? Propriétés neuves, ce n'est pas nécessairement parfait, OK, parce que c'est neuf. Donc, même s'il y a un plan de garantie, l'inspection, évidemment, pré-réception reste fondamental. Puis le rôle du courtier, c'est de recommander à l'acheteur d'être accompagné d'un professionnel indépendant. Souvent, on va faire une livraison à la fin des travaux d'une maison neuve. De se faire accompagner d'un inspecteur, c'est une bonne pratique aussi. Puis évidemment, c'est sûr que les malfaçons et les travaux inachevés vont être corrigé. Donc, son rôle est indépendant. Lorsqu'il vient dans une maison neuve, il permet d'adresser les points. Puis, Dieu sait, dans plein de transactions que j'ai faites, des maisons livrées en neuf n'étaient pas super bien construites, qu'il y avait quand même des vices importants lors de la livraison. Alors, on va parler à travers ça aussi de l'achat sans garantie légale. C'est un terrain qui est glissant parfois. Les gens se disent, est-ce que j'achète avec ou sans garantie légale? Est-ce que c'est correct? Moi, la règle de pouce pour ça, pour mes acheteurs, si l'acheteur a acheté il y a 10 ans sans garantie légale, il revend sans garantie légale sur cette prémisse-là, je n'ai pas trop de problème. Lorsque l'acheteur a acheté il y a quelques années avec la garantie, puis il revend après sans garantie légale, je vais commencer à me poser des questions, puis je vais commencer à être un point à l'aise. Est-ce que mon acheteur fasse cet achat-là? Donc, souvent, la vente sans garantie légale, il faut regarder l'historique du bâtiment, mais aussi l'historique de l'acheteur. Quand il l'a acheté, est-ce qu'il a acheté avec ou sans garantie légale? Alors, c'est important de se poser ces questions-là puis de prendre une décision éclairée par rapport à ça. Le courtier doit clairement expliquer à l'acheteur, si tu achètes sans garantie légale, que les recours en vice caché, évidemment, tu ne peux pas les avoir, puis la protection légale normale ne s'applique plus. Il faut faire attention, par contre, évidemment, dans un cas de vice caché, si c'est un dol, ça a été caché sciemment à l'acheteur de façon volontaire. Je donne tout le temps l'exemple. Tu vends ta maison, tu veux vendre ta maison, tu as une fissure dans le salage, tu décides de mettre un J-Pog devant pour la cacher avant la vente et ça se met à couler à l'automne. Tu as vendu sans garantie, tu es poursuivable quand même parce que tu as dissimulé quelque chose que tu savais. Qu'est-ce qu'il y en a au moment de la promesse d'achat? L'inspection, évidemment, c'est une condition de promesse d'achat. L'acheteur doit choisir un inspecteur conforme, comme on l'a dit tantôt, au nombre reconnu. Établir un délai aussi. Évidemment, le délai pour l'inspection commence à courir le lendemain. Donc, de minuit à minuit, le jour férié inclus. Donc, vous savez, 10 jours, c'est de minuit à minuit. Vous devez aider l'acheteur à choisir un inspecteur qualifié, à être présent. Le courtier doit être présent à l'inspection et conseiller l'acheteur après les résultats. Le courtier du vendeur doit, selon les bonnes pratiques et la loi, se faire relativement discret dans les faits et ne doit pas très intervenir lors d'une inspection. Et non, un courtier ne peut pas payer l'inspection par souci de transparence et de conflit d'intérêts. Si tu veux offrir un cadeau à ton acheteur, tu le laisses payer son inspection puis tu peux lui rembourser par la suite. Après l'inspection, qu'est-ce qu'on fait avec le rapport? Le courtier doit laisser le temps au client de lire le rapport, poser ses questions, puis demander, dans certains cas, des expertises supplémentaires. Si tout est correct, évidemment, après l'inspection, tout le monde est content, on va signer un document qui s'appelle l'annexe S, qui va permettre, évidemment, de lever les conditions d'inspection et de se déclarer satisfait. Qu'est-ce qu'il y en a d'un acheteur qui veut annuler après l'inspection? Est-ce que c'est possible? Oui, mais pas pour n'importe quelle raison. Les tribunaux sont super clairs, un défaut mineur. Donc, ce n'est pas une raison d'annuler. Puis là, lorsqu'on parle de non significatif, des rampes d'escalier à ajouter, détecteurs de fumée qui est manquant, des pentes de terrain qui sont imparfaites, des petites réflexions majeures, faire du nettoyage, de la désinfection, des balcons qui seraient mal nivelés, ce ne sont pas des raisons significatives. Qu'est-ce qui est significatif? Infiltration d'eau, humidité dans les murs, de l'ocre ferreux, des problèmes structurels. C'est des trucs, évidemment, qui sont majeurs. Et là, évidemment, tu pourrais être retiré de l'inspection. Mais soyez prudents, il y a beaucoup de jurisprudence actuellement qui disent aux gens que c'est une avenue vraiment dangereuse de se retirer pour des choses mineures. Qu'est-ce qui arrive si l'acheteur veut renégocier? Comment ça se fait? Bien, l'acheteur doit être de bonne foi, évidemment. Ce n'est pas une stratégie où on veut manipuler le prix de vente. Je vais offrir plus haut pour baisser le prix par la suite. L'inspection, si elle révèle un vrai problème, on doit envoyer un rapport. On doit expliquer clairement c'est quoi la demande et on doit proposer une négociation. Tout ça se fait de façon écrite normalement. Lorsqu'il y a une entente, on va mettre par écrit cette entente. Quelles sont les options du vendeur? Il peut accepter une baisse de prix. Il peut faire des réparations à ses frais s'il le désire. Il peut prolonger pour faire des tests supplémentaires ou il peut carrément refuser la négociation. S'il y a une entente, on va rédiger un formulaire de modification à cet effet-là.
signé évidemment par tout le monde et on va remettre évidemment normalement cette modification-là au prêteur hypothécaire pour qu'il puisse ajouter en conséquence le scénario de financement. Surtout, on veut toujours privilégier une réduction au prix et non pas des travaux assumés par le propriétaire vendeur parce que ça amène beaucoup de problématiques dans une transaction et après ça responsabilise le vendeur pour la suite des choses. Alors, en conclusion, l'inspection bien gérée, c'est la base d'une transaction qui est saine et qui va bien. L'inspection, ce n'est pas un irritant, mais c'est plutôt un des meilleurs outils pour protéger l'acheteur, le vendeur, évidemment, et la transaction en elle-même. Un courtier professionnel, lui, prépare la mise en marché correctement, accorde l'inspection et gère les documents. Alors, s'il y a des questions, quoi que ce soit, laisse-les dans les commentaires, ça me fait plaisir de répondre. Mon nom est David de l'équipe Tardif et comme tu le sais, si tu fais une inspection en bâtiment, utilise les bonnes pratiques et ça va super bien se passer.